Je m'appelle Manon Dubois, j'ai 34 ans, et je suis professeur de lettres dans un lycée de Gordes, un village en Provence. Et il y a 3 semaines, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, incapable de bouger ou de parler. Mais j'entendais tout, chaque murmure, chaque mensonge, chaque trahison. Et ce que j'ai entendu mon mari et sa maîtresse comploter alors qu'ils se tenaient au-dessus de mon corps mourant allait tout changer. Ceci est mon histoire, et je dois la raconter parce que ce qui m'est arrivé pourrait arriver à n'importe qui. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à ma chaîne, laissez votre pays et l'heure à laquelle vous regardez dans les commentaires ci-dessous, car cette histoire devient absolument folle et je veux savoir d'où vous me regardez tous. Croyez-moi, vous allez vouloir rester pour celle-ci. Alors, laissez-moi vous ramener au début. Ma vie avant ce lit d'hôpital, avant l'accident, avant que je ne connaisse la vérité sur l'homme avec qui j'étais marié depuis 8 ans, Stéphane Leroy. Mon Dieu, même prononcer son nom maintenant me retourne l'estomac. Mais à l'époque, je pensais qu'il avait décroché la lune pour moi. Nous nous sommes rencontrés à l'université. J'étudiais la littérature, lui était en école de commerce. Stéphane était charmant, ambitieux, déterminé. Il avait de grands rêves de devenir un promoteur immobilier à succès et, honnêtement, il les a réalisés. Au bout de 5 ans de mariage, Stéphane avait bâti sa propre entreprise d'immobilier commercial à partir de rien. Nous avions la belle maison de campagne en Provence, à Gordes. Nous prenions des vacances en Corse ou en Italie. Nous parlions de fonder une famille. Je pensais connaître cet homme. Je pensais tout savoir de lui. J'enseignais la littérature française au lycée Saint-Michel et j'adorais mon travail, j'adorais mes élèves, j'adorais rentrer à la maison chaque jour dans ce que je croyais être un mariage heureux. Stéphane me parlait de ses contrats, de ses clients, de ses projets. Je lui parlais des dissertations de mes élèves et des drames de l'école. Nous avions nos soirées au bistrot ou au café chaque vendredi. Nous avions nos blagues à nous. Nous avions une vie ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. Il y a environ 1 an, Stéphane a engagé une nouvelle assistante, Chloé Martin. Elle avait 26 ans, blonde, magnifique, et selon Stéphane, incroyablement efficace. Il parlait d'elle constamment. Chloé a organisé le dossier durant parfaitement. Chloé nous a fait économiser des milliers d'euros sur le projet du littoral. Chloé travaille tard avec moi ce soir sur la proposition. Au début, je n'y ai rien vu de mal. Je faisais confiance à mon mari. Je faisais confiance au fait que nos 8 années de mariage signifiaient quelque chose. Quel naïf j'étais. Chloé a commencé à apparaître partout. Dîner d'entreprise où les conjoints étaient invités, Chloé était là. La fête d'anniversaire de Stéphane que j'avais organisée pour lui, Chloé est restée jusqu'à minuit pour aider à ranger. Quand j'apportais le déjeuner à Stéphane à son bureau, Chloé était là avec lui, assise près de lui, riant à ses blagues. Mes amis ont commencé à faire des commentaires. Ma sœur Camille m'a demandé sans détour si je m'inquiétais pour elle. Et vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, Stéphane m'aime. Il ne me tromperait jamais. Je lui fais entièrement confiance. Mon Dieu, j'étais une telle idiote. Les choses ont commencé à changer il y a environ 6 mois. Stéphane est devenu distant. Il était toujours sur son téléphone, toujours à envoyer des SMS, toujours à prendre des appels dans l'autre pièce. Nos soirées du vendredi au bistrot se sont annulées de plus en plus souvent. Il a cessé de me toucher comme avant, a cessé de me regarder comme avant. Quand j'essayais de lui en parler, il disait qu'il était stressé par le travail, qu'un gros contrat était en train de se conclure, qu'une fois signé, tout redeviendrait normal. Je voulais tellement le croire. Je voulais croire que notre mariage n'était pas en train de s'effondrer, que l'homme que j'aimais n'était pas en train de m'échapper. Alors, j'ai refoulé mes soupçons. J'ai ignoré la nausée dans mon estomac quand il souriait à l'écran de son téléphone. J'ai fait semblant de ne pas remarquer quand il a commencé à aller plus souvent à la salle de sport et à acheter de nouveaux vêtements. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je manquais de confiance en moi, que tout allait bien. Mais au fond de moi, je savais, une partie de moi savait que mon mariage était un mensonge. Je ne voulais tout simplement pas y faire face. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. Le 15 octobre. Je n'oublierai jamais cette date. Je rentrais en voiture d'une réunion parents-professeurs qui s'était terminée tard. Il pleuvait. Un temps typique d'octobre en Provence.
J'étais sur la route départementale des 13, en direction de la maison. La route était glissante. La visibilité était mauvaise, mais j'avais emprunté cette route des milliers de fois. Je la connaissais comme ma poche. Je roulais à environ 90 km/h, restant sur la voie de droite, prudente. Et puis j'ai dû ralentir à cause du trafic devant moi. J'ai appuyé sur la pédale de frein. Rien ne s'est passé. J'ai appuyé plus fort. Toujours rien. Mes freins étaient complètement fichus. La panique qui m'a traversé à ce moment-là, je ne peux même pas la décrire. J'ai pompé les freins frénétiquement. Rien. J'ai essayé de rétrograder, mais j'allais trop vite. Il y avait un semi-remorque devant moi, ses feux de stop rougeoyant à travers la pluie. J'allais le percuter. J'ai donné un coup de volant à droite, essayant d'atteindre l'accotement, mais j'ai surcorrigé sur la route mouillée. Ma voiture a fait un tête-à-queue. Je me souviens de la sensation écœurante de perdre le contrôle, du monde qui tournait autour de moi, du son de mon propre cri, puis de l'impact. Ma voiture a percuté la barrière de béton à 90 km/h. Les airbags se sont déployés, mais ce n'était pas suffisant. Le côté conducteur de ma voiture s'est froissé comme du papier. Après ça, tout est devenu noir. La chose suivante dont je me souviens, c'est de me réveiller. Mais se réveiller n'est pas le bon terme. Je suis devenue consciente. C'est plus exact. Je suis devenue consciente que j'existais, que j'étais quelque part, que quelque chose m'était arrivé, mais je ne pouvais pas bouger, pas parler, même pas ouvrir les yeux au début. Je pouvais entendre des machines biper. Je pouvais entendre des voix autour de moi. Je pouvais sentir quelque chose dans ma gorge qui rendait la respiration difficile. Mais je ne pouvais rien y faire. La terreur ne commence même pas à décrire ce que j'ai ressenti. Imaginez être conscient mais piégé à l'intérieur de votre propre corps. Incapable de crier, incapable d'appeler à l'aide, incapable même de faire savoir à quiconque que vous êtes conscient. C'est un enfer spécial que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Enfin, peut-être à mon pire ennemi. Peut-être à Stéphane et Chloé. J'ai découvert plus tard que j'avais été dans le coma pendant 3 jours après l'accident. Multiples côtes cassées, poumons collabés, traumatisme crânien sévère, bassin fracturé, hémorragie interne. Les médecins avaient dû opérer d'urgence juste pour me maintenir en vie. Quand j'ai finalement repris conscience, j'avais ce qu'on appelle le syndrome d'enfermement. Une maladie neurologique rare où vous êtes pleinement conscient mais presque complètement paralysé. Vous ne pouvez pas bouger, pas parler, parfois même pas cligner des yeux, mais votre esprit est complètement intact. Vous pouvez tout entendre, tout comprendre, tout ressentir. Les médecins ne savaient pas que j'étais consciente. Ils pensaient que j'étais dans un état végétatif. Ils parlaient de moi comme si je n'étais pas là, discutaient de mon pronostic en termes cliniques juste à côté de mon lit. Activité cérébrale minimale, peu de chances de reprendre conscience. Si elle se réveille, des lésions cérébrales graves sont probables. La qualité de vie serait gravement compromise. Et Stéphane a joué le mari dévasté à la perfection. Il était à mon chevet constamment ces premiers jours, du moins c'est ce que les infirmières m'ont dit plus tard, me tenant la main, me parlant, pleurant, me disant combien il m'aimait, qu'il ne pouvait pas me perdre, que je devais me battre pour revenir à lui. Quelle performance! Il aurait dû gagner un César. C'est le 4e jour que j'ai entendu sa voix pour la première fois, Chloé, dans ma chambre d'hôpital avec mon mari. Comment va-t-elle? A demandé Chloé, sa voix douce, inquiète, jouant l'employée soucieuse, je suppose. Pas de changement, a dit Stéphane, et je pouvais entendre la tension dans sa voix. Mais pas la tension du chagrin, la tension de l'impatience. Je suis tellement désolé, Stéphane, a dit Chloé. Ça doit être si dur pour toi. Il y eut une pause, puis je l'ai senti. La pression sur mon lit qui changeait, quelqu'un s'asseyant à côté de moi. Puis la voix de Stéphane, plus proche maintenant, plus proche d'elle. Je sais que ça semble terrible, dit-il doucement, mais une partie de moi se demande si ce ne serait pas mieux si elle ne se réveillait tout simplement pas. Mon cœur se serait arrêté s'il n'avait pas déjà été branché à des machines. Avais-je bien entendu? Mon mari venait-il de dire qu'il souhaitait que je ne me réveille pas? Ne dis pas ça, murmura Chloé. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui n'était pas tout à fait convaincant. Je veux dire, regarde là,
continua Stéphane. Même si elle se réveille, le médecin a dit qu'elle aurait des lésions cérébrales graves. Elle ne serait plus Manon. Elle aurait besoin de soins 24 heures sur 24. Ce serait cruel de la maintenir en vie comme ça. Je voulais hurler. Je voulais me débattre dans le lit. Je voulais l'attraper à la gorge et le forcer à me regarder et à voir que j'étais toujours là, toujours moi, toujours vivante et consciente. Mais je ne pouvais pas bouger un seul muscle. J'étais piégé, écoutant mon mari discuter des raisons pour lesquelles il vaudrait mieux que je meure. Qu'en penses-tu? Commença Chloé, puis s'arrêta. Quand je pense quoi? Demanda Stéphane. Une autre pause. Puis la voix de Chloé, encore plus basse. Quand penses-tu qu'ils te laisseront prendre la décision concernant le maintien des fonctions vitales? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il parlait de me débrancher, de me tuer. Mon propre mari et sa maîtresse se tenaient au-dessus de mon lit, discutant de la fin de ma vie. Le médecin a dit que s'il n'y a pas d'amélioration dans 2 semaines, ils me parleront des options, dit Stéphane. Ils recommanderont probablement de la transférer dans un établissement de soins de longue durée, mais j'ai la procuration médicale. Je peux prendre la décision de la laisser partir paisiblement. Ça doit être un tel fardeau pour toi, dit Chloé. Et je pouvais l'entendre se rapprocher de lui. Devoir prendre ce genre de décision. C'est vrai, dit Stéphane. Mais je pense que Manon voudrait que je la laisse partir s'il n'y avait aucun espoir. Elle ne voudrait pas vivre comme ça. Elle voudrait que j'aille de l'avant, que je sois à nouveau heureux. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne pouvais pas les sentir, pas les essuyer. Mais plus tard, une infirmière m'a dit que mon oreiller était trempé. Mon corps pleurait même si je ne pouvais pas le contrôler. Je ne pouvais pas exprimer l'angoisse et la trahison qui me déchiraient la poitrine. Tu mérites d'être heureux, murmura Chloé. Tu as traversé tant de choses. Et puis je l'ai entendu. Le son qui a tout confirmé. Le son de leur baiser. Juste là, dans ma chambre d'hôpital, alors que je gisais paralysé dans le lit, à moins de 2 mètres d'eux. Ils s'embrassaient et je pouvais entendre les doux bruits de leurs lèvres et je voulais vomir. Je voulais mourir. Je voulais faire n'importe quoi sauf rester là et écouter mon mari embrasser une autre femme tout en discutant de ma mort. Ils sont restés encore 10 minutes, parlant à voix basse de choses banales, de ses réunions du lendemain, d'un dîner avec un client, de comment il devrait probablement rentrer chez lui et se reposer. Ils se sont embrassés à nouveau avant de partir, puis je me suis retrouvé seul avec les machines et l'horreur de ce que je venais d'apprendre. Cette nuit fut la plus longue de ma vie. Je suis resté là, dans le noir, incapable de dormir, incapable d'échapper à mes propres pensées. 8 ans de mariage. 8 ans de ma vie donnée à un homme qui planifiait maintenant mes funérailles tout en ayant une liaison. Depuis combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps me mentait-il? M'avait-il jamais aimé? Ou n'étais-je qu'une commodité, une remplaçante jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente? Et l'accident, les freins qui lâchent. Était-ce vraiment juste un accident ou était-ce quelque chose de plus? La pensée ne cessait de s'insinuer dans mon esprit, même si j'essayais de la repousser. Stéphane était un homme d'affaires prospère, pas un meurtrier, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, je pensais qu'il était un mari fidèle. Et regardez à quel point je me trompais. Au cours des jours suivants, Stéphane et Chloé sont venus me rendre visite régulièrement, toujours ensemble, jouant toujours leur rôle lorsque les infirmières étaient là, Chloé l'assistante attentionnée, Stéphane le mari dévoué. Mais quand ils pensaient être seuls, quand ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre, ils laissaient tomber leur masque. J'ai tant appris sur leur liaison lors de ces visites. Ils couchaient ensemble depuis 8 mois. Cela avait commencé lors d'une conférence à Bordeaux. Chloé avait bu. Stéphane était stressé par un contrat qui tombait à l'eau, et une chose en entraînant une autre. Après cela, ils n'ont pas pu s'arrêter. Rendez-vous secret pendant les pauses déjeuner, week-end en amoureux quand Stéphane me disait qu'il était à des conférences d'affaires, longues nuits au bureau qui étaient en fait de longues nuits dans l'appartement de Chloé. J'ai hâte que nous puissions être ensemble publiquement, dit Chloé un après-midi. Je suis tellement fatigué de nous cacher. Bientôt, lui promit Stéphane. Juste un peu plus longtemps. Une fois que tout sera réglé. Réglé. C'est ainsi qu'il appelait ma mort. Régler les choses. Ils parlaient de leurs projets,
de la façon dont Stéphane vendrait notre maison, la maison que j'avais aimée, la maison où nous avions prévu d'élever des enfants, et achèterait un appartement en centre-ville, de la façon dont il voyagerait à Bali pendant un mois, un endroit où nous avions toujours parlé d'aller ensemble, de la façon dont Chloé pourrait enfin porter tous mes bijoux, les pièces que Stéphane m'avait offertes au fil des ans pour les anniversaires et les fêtes. « Tu as apporté le collier ?» demanda Chloé un jour, sa voix avide. « Oui, il est dans ma veste, » dit Stéphane. J'ai entendu un bruissement. « Essaie-le. »« Oh, Stéphane, il est magnifique, » souffla Chloé. « Les diamants sont encore plus gros qu'ils ne le paraissaient sur les photos que tu m'as montrées. Ce collier, le pendentif en diamant qu'il m'avait offert pour notre 5e anniversaire. Il m'avait dit qu'il avait économisé pendant des mois pour l'acheter, l'avait fait faire sur mesure, m'avait dit que c'était un symbole de son amour éternel pour moi. Et maintenant, il le donnait à sa maîtresse alors que je gisais paralysé dans un lit d'hôpital. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais jamais connu. Elle me brûlait comme de l'acide. Je voulais le tuer. Je voulais le voir souffrir comme il me faisait souffrir. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était rester là et encaisser. Absorber chaque mot cruel, chaque rejet désinvolte de notre vie commune, chaque plan excité qu'il faisait pour leur avenir. Mon avenir, bâti sur ma tombe. C'est le 8e jour après mon réveil que les choses ont empiré. Tellement pire. Stéphane et Chloé sont arrivés plus tard que d'habitude ce soir-là. L'infirmière venait de partir après avoir vérifié mes constantes. J'ai entendu la porte se fermer et leur pas s'approcher de mon lit. « Comment s'est passé le rendez-vous avec l'avocat ?» demanda Chloé. « Bien, » dit Stéphane. « Très bien, en fait. Je voulais tout revoir avec toi. »« Bien sûr, mon cœur, » dit Chloé. Je l'ai entendu s'installer dans le fauteuil à côté de mon lit. « Dis-moi tout. » Alors, la police d'assurance vie est de 2 millions d'euros, commença Stéphane. Sa voix était professionnelle, comme s'il discutait d'une transaction immobilière au lieu de ma mort. Elle couvre la mort accidentelle, ce qui était le cas. Pas de problème là-dessus. 2 millions d'euros. Je ne savais même pas qu'il avait souscrit une police aussi importante sur moi. Quand avait-il fait ça? La maison vaut environ 1,2 million d'euros sur le marché actuel, continua Stéphane. Elle est à nos deux noms, mais avec sa mort, tout me revient. Pas d'hypothèque, donc c'est du pur capital. Son compte de retraite contient environ 300 000 euros. Son assurance vie par le biais du lycée est de 500 000 euros supplémentaires. En tout, on parle d'environ 4 millions d'euros. Nous. Il a dit, nous, comme si Chloé avait le moindre droit sur mon argent, sur la police d'assurance vie qui était censée protéger notre famille, sur la maison que j'avais passé des années à transformer en foyer, sur mon épargne retraite que j'avais accumulée en 15 ans d'enseignement. Oh mon Dieu, murmura Chloé. Stéphane, c'est incroyable. Je sais, dit Stéphane, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, la satisfaction. Nous serons à l'abri pour le reste de nos jours. Nous pourrons acheter cet appartement en centre-ville que tu as adoré. Voyager où nous voulons. Tu pourras arrêter de travailler si tu le souhaites. Nous aurons tout ce dont nous avons toujours rêvé. Quand penses-tu que l'assurance paiera? Demanda Chloé. L'avocat a dit qu'une fois qu'elle sera déclarée morte ou que je prendrai la décision de retirer le maintien des fonctions vitales, cela devrait prendre environ 30 jours pour le traitement, expliqua Stéphane. La maison mettra un peu plus de temps à se vendre, mais je peux la mettre sur le marché immédiatement. Peut-être la mettre en scène comme un veuf triste qui a besoin d'un nouveau départ. Ça aidera à la vendre plus vite. Ils ont tous les deux ri à cette idée. Ils ont vraiment ri à l'idée que Stéphane joue le veuf éploré pour vendre notre maison plus rapidement. La maison où nous avions eu des matins de Noël et des dîners avec des amis. La maison où j'avais planté un jardin chaque printemps. La maison où j'avais rêvé de ramener un jour nos bébés de l'hôpital. J'ai déjà regardé des appartements, dit Chloé. Il y a ce Penthouse incroyable avec des baies vitrées et une terrasse sur le toit, 2 chambres, 3 salles de bain. C'est 2,5 millions d'euros, mais avec l'argent de l'assurance, nous pouvons nous le permettre facilement. Envoie-moi l'annonce, termina Stéphane. Nous irons le voir la semaine prochaine. La semaine prochaine? Alors que j'étais encore en vie, encore allongé ici à les écouter. Ils planifiaient leur vie ensemble alors que je respirais encore.
Et pour les funérailles? Demanda Chloé. As-tu pensé? L'avocat m'a aidé à commencer à les planifier, en fait, dit Stéphane. Je pense à quelque chose de petit, d'intime. Juste la famille proche et les amis. On le fera dans ces belles pompes funèbres près d'Amboise, celles avec les jardins. Ferons-nous une inhumation ou une crémation? Demanda Chloé. Crémation, dit Stéphane immédiatement. Les concessions funéraires coûtent cher, et honnêtement, je ne veux pas d'un endroit où je devrais aller et faire semblant de pleurer. De plus, sa famille ne peut pas faire un grand sanctuaire d'une urne funéraire. Ma famille. Oh, mon Dieu. Ma famille. Mes parents qui aimaient Stéphane comme un fils. Ma sœur qui avait été son amie avant même d'être la mienne. Qu'est-ce que cela leur ferait? Comment survivrait-il à ma perte et à la découverte de la vérité sur Stéphane en même temps? C'est logique, approuva Chloé. Et pour ses affaires, ses vêtements et bijoux et tout ça? Je donnerai la plupart des vêtements, dit Stéphane. Je garderai les bijoux pour toi. Les meubles, nous pouvons les vendre avec la maison ou garder ce que nous voulons pour le nouvel appartement. Le reste, je m'en débarrasserai. Je veux un nouveau départ. Pas de souvenirs. Pas de souvenirs. C'est tout ce que j'étais pour lui maintenant. Un souvenir dont il fallait se débarrasser. Pas sa femme. Pas la femme qu'il avait juré d'aimer et de chérir. Juste un souvenir inopportun d'une vie qu'il voulait effacer. Je t'aime tellement, dit doucement Chloé. Je sais que c'est dur, mais nous allons être si heureux ensemble. Je t'aime aussi, répondit Stéphane. Et honnêtement, une partie de moi est soulagée. J'allais devoir divorcer d'elle à un moment donné, et de cette façon, c'est tellement plus propre. Pas de partage des biens, pas de pension alimentaire, pas de drame. L'accident était presque pratique. Pratique. Il a qualifié mon accident de pratique. L'accident qui m'a laissé paralysé et piégé dans mon propre corps. L'accident qui a brisé mon bassin, cassé mes côtes et collabé mon poumon. Pratique. Et puis Chloé a prononcé les mots qui ont tout changé. Les mots qui ont confirmé mes plus sombres soupçons. Les mots qui ont transformé cette tragédie en crime. As-tu coupé ces conduites de frein comme tu l'avais prévu? Demanda Chloé, sa voix curieuse. Ou est-ce que l'accident était vraiment juste de la chance? Le silence s'est fait dans la pièce. Les seuls sons étaient le bip de mes moniteurs et ma propre respiration rauque à travers le ventilateur. Mon esprit hurlait. Hurlait si fort que j'ai cru que quelqu'un pouvait sûrement l'entendre. Il a essayé de me tuer. Stéphane a essayé de me tuer. Ce n'était pas un accident. Il a coupé mes conduites de frein. Il m'a envoyé sur cette route de campagne pluvieuse en sachant que mes freins lâcheraient. Il a essayé de m'assassiner pour l'argent de l'assurance et une fille qui avait la moitié de son âge. Chloé, dit Stéphane, sa voix menaçante. Quoi? Dit Chloé. Il n'y a personne ici. Elle ne peut pas nous entendre. Tu as dit toi-même qu'elle est pratiquement en état de mort cérébrale. Je sais, mais quand même, dit Stéphane. Nous ne devrions pas parler de ça. Oh, allez, dit Chloé, et je pouvais l'entendre se rapprocher de lui. Tu peux me le dire. Je meurs d'envie de savoir. L'as-tu vraiment fait? Une autre pause, longue, puis la voix de Stéphane, calme et froide. Oui, dit-il. Je l'ai fait. 2 jours avant l'accident, je suis allé à sa voiture au milieu de la nuit et j'ai coupé les conduites de frein presque entièrement. Je les ai affaiblies suffisamment pour qu'elle lâche sous la pression, mais pas au point qu'elle remarque quelque chose d'anormal tout de suite. Je savais qu'elle rentrerait de cette réunion parents-professeurs. Je savais qu'elle serait sur la départementale. C'était censé ressembler à un accident causé par la pluie et les mauvaises conditions routières. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il l'avait vraiment fait. Il avait vraiment essayé de me tuer. Mon mari, l'homme que j'avais aimé, l'homme à qui j'avais confié ma vie. Il s'était glissé dehors dans la nuit, avait saboté ma voiture et m'avait envoyé à la mort. C'est brillant, dit Chloé, avec admiration dans la voix. Comment as-tu su comment faire? YouTube, dit Stéphane, et il a ri. Vraiment ri. Il y a des tutoriels pour tout.
Je me suis d'abord entraîné sur une vieille voiture dans une casse automobile locale pour m'assurer que je savais ce que je faisais. L'opération a duré peut-être 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes, c'est tout ce qu'il lui a fallu pour planifier et exécuter mon meurtre. 20 minutes pour détruire 8 ans de mariage. 20 minutes pour essayer de mettre fin à ma vie. N'as-tu pas eu peur de te faire prendre? Demanda Chloé. Un peu, admit Stéphane. Mais une défaillance des freins sous la pluie est assez courante, surtout sur les voitures plus anciennes. Et la voiture de Manon était une 2015. Pas neuve, mais pas assez vieille pour soulever trop de questions. La police a enquêté sur un simple accident. Ils n'ont même pas vérifié les conduites de frein de près car tout l'avant était tellement détruit. Mon Dieu, tu es intelligent, ronronna Chloé. Et courageux. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Tu n'as pas eu à le faire, dit Stéphane. Je l'ai fait pour nous, pour notre avenir, pour que nous puissions être ensemble sans tous les tracas d'un divorce. Ils s'embrassèrent à nouveau. Je pouvais les entendre. Je pouvais entendre Chloé gémir doucement. Je pouvais entendre le froissement des vêtements. Et je devais rester là et les écouter célébrer mon meurtre, ma tentative de meurtre. Parce que je n'étais pas morte. J'étais bien vivante. Et maintenant, je connaissais la vérité. La rage et la douleur que j'ai ressenties à ce moment-là dépassaient toute description, dépassaient tout ce que j'avais ressenti auparavant. C'était un ouragan hurlant et strident dans ma poitrine. Je voulais le déchiqueter de mes propres mains. Je voulais lui faire ressentir chaque parcelle de la douleur qu'il m'avait causée. Je voulais qu'il sache que j'avais tout entendu, que je savais ce qu'il avait fait, qu'il ne s'en était pas tiré. Mais je ne pouvais pas bouger, pas parler, rien faire d'autre que de rester là, les larmes coulant sur mon visage, me noyant dans la certitude que mon mari était un meurtrier et que j'étais sa victime désignée. Ils sont restés 1 heure de plus, faisant des projets, discutant de leur avenir, s'embrassant et se touchant alors que je gisais à 1 m d'eux. Quand ils sont enfin partis, je me suis retrouvé seul avec mes pensées, ma fureur et la terrible connaissance de ce que Stéphane avait fait. Je devais trouver un moyen de le dire à quelqu'un. Je devais trouver un moyen de leur faire comprendre que j'étais toujours là, toujours consciente, toujours éveillée. Mais comment? Comment pouvais-je communiquer alors que je ne pouvais ni bouger ni parler? Quand tout le monde pensait que j'étais dans un état végétatif? La réponse est venue le lendemain, et elle s'appelait Léa. Léa Garnier était une infirmière en soins intensifs. Elle était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux bienveillants et un toucher doux. Elle s'occupait de moi depuis que j'avais été transféré des soins intensifs, et elle me parlait toujours pendant qu'elle travaillait. Contrairement aux autres infirmières qui me traitaient comme un objet à entretenir, Léa me traitait comme une personne. « Bonjour, Manon, dit-elle en entrant ce matin-là. Comment allons-nous aujourd'hui? Vérifions vos constantes et faisons votre toilette. D'accord. Elle se déplaçait efficacement dans la pièce, vérifiant les machines, ajustant ma perfusion, prenant des notes sur sa tablette. Puis elle se pencha pour aspirer le tube du ventilateur dans ma gorge, une procédure de routine qui se produisait plusieurs fois par jour. Cela pourrait être un peu inconfortable, m'avertit-elle, comme elle le faisait toujours. Essayez simplement de vous détendre. Et puis elle a remarqué. J'ai vu ses yeux s'écarquiller en regardant mon visage. Manon, dit-elle, la voix incertaine. Est-ce que vous pleurez? C'était le cas. Je pleurais encore. Les larmes que je ne pouvais pas contrôler. Que je ne pouvais pas arrêter. La seule façon pour mon corps d'exprimer le tourment que je vivais. Oh, ma chérie, dit doucement Léa, attrapant un mouchoir pour essuyer délicatement mon visage. Je sais que ça doit être si effrayant pour vous. Où que vous soyez. Si j'avais pu rire amèrement, je l'aurais fait. Où que je sois, j'étais juste là. Juste là dans cet enfer, écoutant tout, ressentant tout, incapable de faire quoi que ce soit. Léa a fini de me nettoyer le visage et est retournée à son travail, mais je pouvais la voir me jeter des regards de temps en temps, un air pensif sur le visage. Elle réfléchissait à quelque chose. C'est plus tard cet après-midi-là qu'elle est revenue. Lors de sa ronde habituelle, elle a fait ses vérifications habituelles puis elle a fait quelque chose de différent. Elle a tiré une chaise à côté de mon lit et s'est assise, regardant directement mon visage. Manon, dit-elle doucement. Je vais vous poser une question.
Et je sais que ça peut paraître fou, mais est-ce que vous m'entendez? Si vous comprenez ce que je dis, essayez de cligner des yeux une seule fois. Pouvez-vous faire ça? Pouvais-je cligner des yeux? Je n'avais jamais essayé. J'étais piégé dans ce corps depuis plus d'une semaine, paralysé, incapable de bouger. Mais peut-être que je pouvais contrôler mes paupières. Peut-être que ce minuscule muscle fonctionnait encore. J'ai concentré tout ce que j'avais sur ma paupière droite. Chaque once de concentration, chaque parcelle de force qu'il me restait. Cligne. Cligne. Bon sang. Cligne. Et je l'ai senti. Le plus infime des mouvements. Ma paupière a légèrement battu. Oh mon Dieu, murmura Léa. Sa main vola à sa bouche. Oh mon Dieu, Manon, vous m'entendez, n'est-ce pas? Faites-le encore. Clignez des yeux si vous me comprenez. Je l'ai refait, concentrant tout sur ce minuscule mouvement. Ma paupière a battu une fois de plus. Les yeux de Léa se sont remplis de larmes. Oh mon Dieu, dit-elle encore. Vous êtes là-dedans. Vous êtes consciente. Vous avez été consciente tout ce temps. Elle se leva rapidement, regardant autour d'elle comme si elle ne savait pas quoi faire. Je dois aller chercher le médecin. Je dois leur dire. Non. Non. Elle ne pouvait pas leur dire tout de suite. Pas tant que Stéphane avait encore la procuration médicale. Pas tant qu'il pouvait encore prendre la décision de me débrancher. Je devais d'abord dire la vérité à Léa. Je devais lui faire savoir ce que Stéphane avait fait. Mais comment pouvais-je communiquer ça? Comment pouvais-je le lui dire avec de simples clignements d'yeux? Léa a dû voir la panique dans mes yeux car elle s'est rassise. Attendez, dit-elle. Avez-vous peur? Clignez une fois pour oui, 2 fois pour non. J'ai cligné une fois. Oui. Mon Dieu. Oui. J'étais terrifié. D'accord, dit Léa en réfléchissant. Avez-vous mal? 2 clignements. La douleur physique, je pouvais la supporter. C'était la douleur émotionnelle qui me tuait. Est-ce que quelque chose ne va pas? Demanda Léa. Un clignement. Oui, tout n'allait pas. Léa se mordit la lèvre, essayant clairement de trouver comment m'aider. Je vais chercher un tableau de lettres, dit-elle. Ça prendra du temps, mais nous pouvons épeler des mots. Pouvez-vous bouger les yeux de gauche à droite? J'ai essayé. J'ai tout concentré pour bouger mes yeux vers la gauche. Ils se sont déplacés à peine, puis vers la droite. Un autre petit mouvement. Parfait, dit Léa en se levant. Je reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas, Manon. Nous allons trouver une solution. Elle a quitté la pièce et je me suis retrouvé seul avec une petite étincelle d'espoir pour la première fois depuis mon réveil. Léa savait que j'étais consciente. Elle allait m'aider. Peut-être, juste peut-être, que je pourrais dire la vérité sur Stéphane à quelqu'un. Léa est revenue 20 minutes plus tard avec une feuille de papier imprimée. L'alphabet était disposé dans une grille avec les lettres regroupées par fréquence d'utilisation. Elle la tenait là où je pouvais la voir. D'accord, dit-elle. Ce sera lent, mais ça marchera. Je vais pointer différentes sections et vous clignerez quand je pointerai la section avec la lettre que vous voulez. Ensuite, nous affinerons. Prête? Nous avons commencé le processus laborieux. Léa pointait une section de lettres. Je clignais quand elle atteignait la bonne section. Elle affinait lettre par lettre. Il a fallu près d'une heure pour épeler le premier mot. DANGER. Le visage de Léa est devenu pâle. Vous êtes en danger? Demanda-t-elle. À cause de quoi? De qui? Mari. Votre mari? Demanda Léa, la confusion et l'horreur se mêlant dans sa voix. Stéphane? Mais il a été là tous les jours. Il semble si dévoué à vous. J'aurais ri si j'avais pu. Dévoué? Bien sûr. Dévoué à encaisser mon assurance vie. Nous avons continué à épeler. Cela a pris des heures. Léa devait partir pour d'autres patients et revenir. Mais lentement, lettre par lettre douloureuse, je lui ai tout raconté. Sur l'affaire, sur les plans pour mes funérailles, sur l'argent,
et enfin sur ce que j'avais entendu Chloé demander et ce que Stéphane avait admis. ILACOUPEMESFREINS. Léa se rassit sur sa chaise, le visage blanc. Il a essayé de vous tuer, murmura-t-elle. Oh mon Dieu, Manon. Il a essayé de vous assassiner pour l'argent de l'assurance. Un clignement. Oui. Et vous l'avez entendu avouer ça. Lui et sa maîtresse. Un clignement. Quand reviennent-ils en visite? Demanda Léa. J'ai appelé CESO hier. Léa a regardé l'horloge. Il était déjà 18 heures. Stéphane et Chloé venaient généralement vers 19 heures. D'accord, dit Léa, sa voix prenant un ton déterminé. D'accord, je vous crois, Manon. Et nous allons les coincer. Je vais les enregistrer. Je cacherai mon téléphone quelque part ici où il pourra capter l'audio, et s'ils disent quoi que ce soit de compromettant, nous aurons une preuve. Elle se leva et regarda autour de la pièce, cherchant une bonne cachette. Finalement, elle a glissé son téléphone derrière la carafe d'eau sur la table à côté de mon lit, le positionnant de sorte que le microphone soit exposé mais que le téléphone lui-même soit caché. Il enregistre, me murmura-t-elle. S'ils avouent à nouveau, nous aurons des preuves. Restez calme, d'accord? Je serai juste dehors si vous avez besoin de moi. Léa est partie et je me suis retrouvé seul avec le téléphone enregistreur et mes pensées qui s'emballaient. Dirait-il quelque chose de compromettant? Ou cette conversation de la veille avait-elle été un événement unique, un moment d'inattention qui ne se répéterait pas? À 19h15, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Stéphane et Chloé. Salut, ma chérie, dit Stéphane, et je savais qu'il me parlait, jouant la comédie pour quiconque pourrait regarder. Comment vas-tu aujourd'hui? Des changements? Silence, alors qu'il vérifiait probablement les machines ou regardait mon dossier. Toujours rien, dit-il. Et maintenant son ton était différent, plat, déçu. Ça fait presque 2 semaines, dit Chloé. Quand pourras-tu parler au médecin de tu sais? Bientôt, dit Stéphane. Le neurologue doit me donner son évaluation complète demain. S'il confirme qu'il n'y a pas d'activité cérébrale et aucune chance de guérison, je peux prendre la décision de retirer le maintien des fonctions vitales. Et après? Demanda Chloé. Et après, nous attendons, dit Stéphane. Elle décédera en quelques heures une fois que nous aurons retiré le ventilateur. Ensuite, nous commencerons le processus de tout régler. Il parlait de me tuer, juste là, devant moi. Il discutait nonchalamment du retrait des machines qui me maintenaient en vie. Et il n'avait aucune idée que je pouvais entendre chaque mot. Que le téléphone de Léa enregistrait chaque mot. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble, dit Chloé. Vraiment la commencer, sans nous cacher. Moi aussi, dit Stéphane. Tu sais à quoi je pensais? Après les funérailles, après que tout soit réglé, nous devrions faire un voyage quelque part sous les tropiques. Bali ou les Maldives. Juste pour s'éloigner de tout. Avec l'argent de son assurance? Demanda Chloé, et elle a pouffé de rire. Elle a vraiment pouffé de rire en discutant de dépenser l'argent de ma mort. Pourquoi pas? Dit Stéphane. Elle n'en aura pas besoin. Autant en profiter. Il y eut un silence un moment. Puis Chloé parla à nouveau, sa voix plus basse. Te sens-tu parfois coupable? Demanda-t-elle. De ce que tu as fait. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, le moniteur bipant plus vite. Allez, Stéphane. Avoue encore. Admets ce que tu as fait. Coupable? Dit Stéphane. Pas vraiment. Je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais lui faire du mal, mais notre mariage était terminé. Elle me freinait. De cette façon, c'est juste plus propre. Elle ne souffre pas d'un divorce. Je ne perds pas la moitié de mes biens. Et toi et moi pouvons être ensemble. C'est mieux pour tout le monde. Mais tu l'as tué, dit Chloé. Ou tu as essayé. Ça ne te dérange pas du tout? Dis-le, pensais-je. Dis que tu as coupé les conduites de frein. Admets-le à voix haute une fois de plus. Écoute, dit Stéphane, sa voix se durcissant. Nous en avons déjà parlé. Ce qui est fait est fait. Les conduites de frein étaient déjà assez usées.
Je les ai juste aidés un peu. Ce n'est pas comme si je lui avais tiré dessus ou quelque chose comme ça. C'était rapide, presque indolore. Elle n'a probablement presque rien senti avant l'accident. C'était là. Pas aussi explicite qu'avant, mais assez proche. Il avait admis avoir trafiqué mes freins, avoir causé l'accident, avoir essayé de me tuer. Tu as raison, dit Chloé. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi je suis bizarre à ce sujet. C'est juste d'être ici avec elle comme ça. Ça fait froid dans le dos. Nous n'avons pas à rester longtemps, dit Stéphane. Juste assez longtemps pour avoir l'air inquiet si quelqu'un demande. Ensuite, nous pouvons retourner chez toi. Ils sont restés encore 10 minutes, parlant de choses banales. Une réunion avec un client, un film que Chloé voulait voir, ce qu'ils allaient dîner. Juste un couple normal ayant une conversation normale, sauf qu'ils se tenaient au-dessus du corps de la femme que l'un d'eux avait tenté d'assassiner. Quand ils sont enfin partis, j'ai voulu sangloter de soulagement. Nous l'avions. Le téléphone de Léa avait tout enregistré. L'aveu de Stéphane sur le fait d'avoir aidé mes conduites de frein. Leur discussion désinvolte sur ma mort et comment ils dépenseraient l'argent de mon assurance. Tout était sur cet enregistrement. Léa est revenue 5 minutes après leur départ. Elle a attrapé son téléphone et a branché des écouteurs, écoutant l'enregistrement. J'ai regardé son visage passer par une gamme d'émotions. Choc, dégoût, horreur, colère. Quand elle a fini, elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. « Je suis tellement désolée, dit-elle. Je suis tellement désolée que cela vous soit arrivé. Mais nous les tenons maintenant, Manon. Nous avons tout sur cet enregistrement. Je vais appeler la police et votre famille. Nous allons nous assurer que Stéphane paie pour ce qu'il vous a fait. » Un clignement. Oui. Dieu merci. Oui. Mais d'abord, dit Léa, je dois parler au médecin. Vous avez le syndrome d'enfermement, Manon. Vous êtes pleinement consciente. Votre cerveau va bien. Vous ne pouvez tout simplement pas bouger. Les médecins doivent le savoir immédiatement car cela change tout concernant vos soins et votre pronostic. Et plus important encore, cela signifie que Stéphane ne peut prendre aucune décision concernant le retrait du maintien des fonctions vitales. Vous êtes une patiente consciente. Vous avez des droits. Léa est partie chercher le neurologue, et je me suis retrouvé seul avec le soulagement écrasant d'être enfin entendu, d'avoir enfin quelqu'un qui connaissait la vérité, qui me croyait, qui allait m'aider. Le docteur Bernard Lambert, le neurologue, est entré avec Léa 20 minutes plus tard. C'était un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et aux yeux intelligents. Léa a dû le mettre au courant car il est venu directement à mon lit avec une lampe stylo et ce tableau de lettres. « Manon, dit-il doucement, l'infirmière Garnier me dit que vous avez communiqué avec elle, que vous pouvez nous entendre et nous comprendre. Je vais faire quelques tests, d'accord? Suivez simplement mes instructions du mieux que vous pouvez. » Il a effectué une série de tests, m'a demandé de cligner sur commande, de bouger mes yeux dans différentes directions, de cligner une fois pour oui et 2 fois pour non à diverses questions. Chaque minuscule mouvement que je pouvais faire semblait l'exciter davantage. Remarquable, n'arrêtait-il pas de dire. Absolument remarquable. Syndrome d'enfermement classique. Conscience totale, fonction cognitive totale, mais paralysie presque complète à l'exception des mouvements oculaires verticaux et du clignement. Il se tourna vers Léa. Cela change tout. Nous devons faire un bilan neurologique complet immédiatement et nous devons avertir sa famille. Son mari est-il au courant? Non, dit fermement Léa. Et nous devons en parler en privé. Le docteur Lambert parut confus mais hocha la tête. Manon, je vais sortir un moment avec l'infirmière Garnier. Nous revenons tout de suite. Ils sont partis et je pouvais entendre leur voix étouffée dans le couloir. Léa lui racontait tout sur l'affaire, sur le projet de retirer le maintien des fonctions vitales, sur l'enregistrement, sur l'aveu de Stéphane qu'il avait coupé mes conduites de frein. Quand ils sont revenus, le visage du docteur Lambert était grave. Il m'a regardé avec un mélange de compassion et d'horreur. Manon, dit-il, j'ai écouté l'enregistrement. Je vais appeler la police tout de suite. Et je vais appeler votre liste de contacts d'urgence pour trouver un membre de la famille qui n'est pas votre mari. Qui devrions-nous appeler? Ma sœur. J'avais besoin de ma sœur.
Léa m'a aidé à épeler son nom et son numéro en utilisant le tableau de lettres. CAMILLE, puis le numéro de téléphone, chiffre par chiffre douloureux. Le docteur Lambert a passé l'appel. Je ne pouvais pas entendre ce que Camille disait à l'autre bout du fil, mais j'ai entendu son côté de la conversation. Mademoiselle Dubois, ici le docteur Lambert de l'hôpital universitaire de Lyon. Je vous appelle au sujet de votre sœur Manon. Oui, elle est stable. En fait, c'est pour ça que j'appelle. Manon a repris conscience. Je voudrais que vous veniez à l'hôpital immédiatement. Il y a eu un développement et nous devons vous parler en personne. Non, s'il vous plaît, n'appelez pas Stéphane. C'est très important. Venez seul et ne dites à personne d'autre que vous venez. Surtout pas à Stéphane. Je comprends que cela puisse paraître étrange, mais je vous promets que je vous expliquerai tout quand vous serez là. Dans combien de temps pouvez-vous être ici? Apparemment, Camille a dit qu'elle serait là en 30 minutes car le docteur Lambert l'a remercié et a raccroché. Puis il a appelé la police. Oui, je dois signaler une tentative de meurtre, dit-il dans le téléphone. J'ai une patiente qui a eu un accident de voiture il y a 2 semaines. Elle a été consciente tout le temps avec le syndrome d'enfermement et elle a entendu son mari avouer avoir coupé ses conduites de frein pour causer l'accident. Oui, je suis sérieux. Et nous avons un enregistrement de l'aveu. Oui, nous serons là. Elle est en soins intensifs à l'hôpital universitaire de Lyon. Après avoir raccroché, le docteur Lambert s'est assis à côté de mon lit. La police est en route, dit-il. Votre sœur aussi. Nous allons nous assurer que vous êtes en sécurité, Manon. Stéphane ne pourra plus vous faire de mal. Le soulagement qui m'a envahi était si intense que j'ai recommencé à pleurer. Léa a doucement essuyé mes larmes. Ça va aller, dit-elle doucement. Vous êtes en sécurité maintenant. On s'occupe de vous. Camille est arrivée la première, faisant irruption dans la pièce avec des yeux affolés et une expression paniquée. Quand elle m'a vu, des larmes ont immédiatement commencé à couler sur son visage. Manon, sanglota-t-elle. Oh mon Dieu, Manon. Ils ont dit que tu étais dans un état végétatif. Ils ont dit que tu ne te réveillerais jamais. Le docteur Lambert l'a guidée vers une chaise. Votre sœur est pleinement consciente, expliqua-t-il. Elle a le syndrome d'enfermement. Elle peut tout entendre et comprendre, mais elle ne peut ni bouger ni parler. Elle a été consciente tout ce temps. La main de Camille vola à sa bouche. Tout ce temps? Elle est consciente depuis 2 semaines et personne ne le savait? Nous ne le savions pas, dit doucement le docteur Lambert. La condition est rare et difficile à diagnostiquer. Mais l'infirmière Garnier l'a découverte aujourd'hui en remarquant que Manon pleurait et était réceptive aux stimuli. Peut-elle communiquer? Demanda Camille, me regardant avec un espoir désespéré. Oui, dit Léa. Avec des clignements d'yeux et un tableau de lettres. C'est lent, mais ça marche. Oh, Manon, dit Camille, se déplaçant à mon chevet et me prenant la main. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé que nous ne le savions pas. Je me suis tellement inquiété pour toi. Un clignement. Ce n'était pas grave. Elle était là maintenant. C'est ce qui comptait. Le docteur Lambert s'éclaircit la gorge. Camille, il y a autre chose que nous devons vous dire. Quelque chose que Manon nous a communiqué. C'est à propos de Stéphane. L'expression de Camille passa à la confusion. Stéphane? Qu'y a-t-il à son sujet? Il a été dévasté. Il a été là tous les jours. Pas tous les jours, dit doucement Léa. Et pas seul. Et puis ils lui ont tout raconté. L'affaire avec Chloé, les plans pour retirer le maintien des fonctions vitales, l'argent de l'assurance et le nouvel appartement et le voyage à Bali, la vente de notre maison et le don de mes affaires, et enfin l'enregistrement, l'aveu de Stéphane qu'il avait coupé mes conduites de frein. J'ai regardé le visage de ma sœur alors qu'elle absorbait cette information, les regarder passer de la confusion à l'incrédulité, à l'horreur, à la fureur absolue. Quand ils ont fini, elle tremblait. Il a essayé de la tuer, dit-elle, la voix tremblante. Stéphane a essayé d'assassiner ma sœur. Nous l'avons sur enregistrement l'admettant, dit le docteur Lambert. La police est en route. Camille m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. Est-ce vrai? Demanda-t-elle. T'a-t-il vraiment fait ça?
Un clignement. Oui. Oh mon Dieu, dit Camille, se couvrant le visage de ses mains. Oh mon Dieu, Manon, je suis tellement désolé. Je l'aimais bien. Je lui faisais confiance. Je n'ai jamais rien soupçonné. Je n'aurais jamais pensé. 2 inspecteurs de police sont arrivés environ 10 minutes plus tard. L'inspecteur Jean-Luc Moreau et l'inspecteur Sophie Durand. Ils avaient tous les deux la quarantaine, expérimentés, sérieux. Léa leur a fait écouter l'enregistrement pendant qu'ils écoutaient avec des expressions de plus en plus sombres. C'est de l'or, dit l'inspecteur Moreau quand ce fut fini. Nous avons le mobile, l'opportunité et un aveu. Mais nous devons confirmer que les conduites de frein ont bien été coupées. La voiture a été détruite dans l'accident, dit le docteur Lambert. Y a-t-il un moyen de vérifier encore? Si elle n'a pas encore été mise à la ferraille, notre équipe scientifique peut l'examiner, dit l'inspecteur Durand. Même avec les dommages de l'accident, une coupure délibérée devrait encore être distinguable de l'usure normale ou des dommages de l'accident. Le motif est différent. Et Stéphane? Demanda Camille. Va-t-il être arrêté? Nous devons être stratégiques à ce sujet, dit l'inspecteur Moreau. Si nous l'arrêtons maintenant, son avocat prétendra que l'enregistrement est irrecevable ou qu'il ne faisait que se vanter pour sa petite amie. Nous avons besoin des preuves matérielles de la voiture. Et honnêtement, ce serait mieux si nous pouvions le faire avouer à nouveau, cette fois à nous. Comment? Demanda Léa. L'inspecteur Durand sourit sombrement. Nous organisons un coup monté. Nous laissons Stéphane penser que tout se déroule comme prévu. Le laissons penser que Manon est toujours inconsciente. Demain, quand il viendra rencontrer le docteur Lambert pour parler du retrait du maintien des fonctions vitales, nous aurons des officiers dans la pièce sous couverture et nous verrons si nous pouvons le faire admettre ce qu'il a fait. Est-ce sûr? Demanda Camille, me regardant avec inquiétude. Et s'il essaie quelque chose? Nous aurons plusieurs officiers ici, l'assura l'inspecteur Moreau. Votre sœur sera en parfaite sécurité. Et de cette façon, nous pouvons nous assurer qu'il partira pour très longtemps. Ils ont réglé les détails. Le docteur Lambert appellerait Stéphane le matin et lui dirait qu'il était temps de discuter du pronostic de Manon et des options. Stéphane viendrait s'attendant à signer des papiers pour retirer le maintien des fonctions vitales, mais au lieu de cela, il tomberait dans un piège. Manon, dit l'inspecteur Durand, venant se tenir à mon lit. Je sais que c'est effrayant, mais pouvez-vous être courageuse un jour de plus? Pouvez-vous prétendre être toujours inconsciente quand Stéphane viendra demain? Nous avons besoin qu'il se sente confiant, en sécurité. C'est là que les gens deviennent négligents et admettent des choses. Un clignement. Oui, je pouvais le faire. Je pouvais rester là et laisser Stéphane penser qu'il sentirait avec un meurtre un jour de plus si cela signifiait qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Vous êtes incroyablement courageuse, dit l'inspecteur Durand. Nous allons obtenir justice pour vous. Je vous le promets. Camille est restée avec moi cette nuit-là. Les infirmières ont apporté un fauteuil inclinable pour qu'elle puisse dormir dans ma chambre. Elle m'a tenu la main et m'a parlé pendant des heures, me racontant tout ce qui s'était passé au cours des 2 semaines depuis l'accident, à quel point tout le monde avait été inquiet, les veillées de prière à mon lycée, nos parents qui étaient en croisière en Norvège et ne savaient même pas encore pour l'accident parce que Camille n'avait pas voulu les inquiéter jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles. Je les appellerai demain, dit Camille, après l'arrestation de Stéphane. Je ne peux pas tout leur dire par téléphone. Ils devront être là. Ils aimaient aussi Stéphane. Cela va les détruire. Cela allait détruire beaucoup de gens. Mes parents, mes amis, mes collègues à l'école, tous ceux qui pensaient que Stéphane était ce merveilleux mari dévoué, tous ceux qui l'avaient réconforté et lui avaient dit combien ils étaient désolés pour sa perte. Ils allaient tous découvrir la vérité. Mais pour l'instant, je me fichais de leurs sentiments. Je me souciais de la justice, de faire payer Stéphane pour ce qu'il m'avait fait, pour les 2 semaines d'enfer qu'il m'avait fait subir, allongé paralysé pendant qu'il planifiait mes funérailles, pour avoir essayé de me tuer, pour avoir trahi 8 ans de mariage pour de l'argent et une femme plus jeune. La rage brûlait toujours en moi, brûlerait probablement toujours en moi. Mais maintenant, elle avait un but. Maintenant, elle avait une direction. Stéphane allait en prison, et j'allais m'en assurer. Le lendemain matin, le docteur Lambert a appelé Stéphane à 9 heures. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais j'ai entendu le côté du docteur Lambert.
Monsieur le roi, ici le docteur Lambert. Je voudrais que vous veniez aujourd'hui à 14 heures. Il est temps que nous ayons une discussion sérieuse sur le pronostic de Manon et vos options pour la suite. Oui, je crains qu'il n'y ait eu aucun changement. Je vous expliquerai tout quand vous serez ici. S'il vous plaît, venez seul. Nous devrons discuter de décisions difficiles. Stéphane a apparemment accepté car le docteur Lambert l'a remercié et a raccroché. Il nous a regardés, Camille et moi. Il vient à 14 heures, dit-il. La police sera là à 13h30 pour se préparer. Ces heures passèrent au ralenti. Camille me tenait la main. Léa entrait et sortait, prenant de mes nouvelles, m'offrant des encouragements. Les inspecteurs sont arrivés à 13h30 comme promis, avec 2 officiers en uniforme qui attendraient à l'extérieur de la pièce. L'inspecteur Moreau et l'inspecteur Durand se sont positionnés près de la porte où ils pourraient observer sans être immédiatement visibles pour Stéphane à son entrée. Ils ont mis un petit appareil d'enregistrement sur la poche de la blouse du docteur Lambert, un autre sur celle de Léa. Ils ne prenaient aucun risque. Tout ce que Stéphane dirait serait enregistré par plusieurs sources. À 13h55, Camille m'a embrassé le front. « Tu peux le faire » murmura-t-elle. « Reste immobile. Reste calme. Laisse-le se pendre lui-même. » Elle a quitté la pièce à contre-cœur, allant attendre avec les officiers en uniforme dans le couloir. Il n'y aurait que moi, le docteur Lambert, Léa et les 2 inspecteurs cachés près de la porte à l'arrivée de Stéphane. À 14h03, j'ai entendu ses pas dans le couloir, j'ai entendu sa voix remercier une infirmière pour les indications. Puis la porte s'est ouverte et Stéphane est entré dans la pièce. Il avait l'air fatigué, stressé. Il y avait des cernes sous ses yeux. Bien. J'espérais qu'il ne dormait pas bien. J'espérais que la culpabilité le rongeait, bien que j'en doutais. Stéphane s'était révélé être un psychopathe. Il avait probablement juste été stressé à l'idée de réussir son plan. « Docteur Lambert », dit Stéphane en serrant la main du médecin. « Merci de me recevoir. »« Bien sûr », dit le docteur Lambert. « Veuillez vous asseoir. Nous devons discuter de l'état de Manon. » Stéphane s'est assis dans le fauteuil à côté de mon lit, le même fauteuil où Chloé s'était assise lorsqu'il discutait d'acheter un appartement avec l'argent de mon assurance. Il m'a regardé avec ce que je suis sûr qu'il pensait être une expression triste. « Comment va-t-elle » demanda-t-il. « Il n'y a eu aucun changement, » dit le docteur Lambert. « J'ai effectué des tests neurologiques approfondis. Les scanners montrent une activité cérébrale minimale. Elle ne réagit pas aux stimuli. À mon avis professionnel, elle est dans un état végétatif persistant sans aucune probabilité de guérison. » Je voulais hurler au mensonge, je voulais ouvrir les yeux et montrer à Stéphane que j'étais bien consciente, bien vivante, bien sur le point de le détruire. Mais je suis resté immobile, j'ai gardé ma respiration régulière, j'ai joué la morte comme le cadavre qu'il voulait que je sois. « Je vois », dit doucement Stéphane. « Alors, quelles sont mes options ?»« Vous avez la procuration médicale, » dit le docteur Lambert, ce qui signifie que vous pouvez prendre la décision de continuer le maintien des fonctions vitales ou de le retirer. Si nous retirons le ventilateur, Manon décéderait en quelques heures. Ce serait paisible. Elle ne sentirait aucune douleur. Et vous pensez que c'est la bonne décision ? Demanda Stéphane. De la laisser partir. Dis-le, pensai-je. Dis que tu me veux morte. Donne-leur une raison d'être suspicieux. Je pense que c'est votre décision, dit prudemment le docteur Lambert. Mais je peux vous dire que sa qualité de vie, même si elle se réveillait miraculeusement, serait gravement compromise. Elle aurait besoin de soins 24 heures sur 24. Elle aurait probablement des troubles cognitifs importants. Elle ne serait pas la Manon que vous avez connue. Stéphane hocha lentement la tête. Manon et moi en avons parlé une fois, dit-il. Il y a des années, elle m'a dit qu'elle ne voudrait jamais être maintenue en vie par des machines. Que si quelque chose comme ça arrivait, elle voudrait qu'on la laisse partir avec dignité. Menteur. Nous n'avions jamais eu cette conversation. Je ne lui avais jamais rien dit de tel. Il inventait ça pour justifier de me tuer. L'avait-elle mis par écrit ? Demanda le docteur Lambert. Un testament de vie ou des directives anticipées ? Non, dit Stéphane. C'était juste une conversation. Mais je sais ce qu'elle voudrait.
Et honnêtement, la voir comme ça depuis 2 semaines, c'est une torture pour nous deux. Je pense qu'il est temps de la laisser partir. Êtes-vous sûr? Insista le docteur Lambert. C'est une décision permanente. Une fois que nous retirons le maintien des fonctions vitales, il n'y a pas de retour en arrière. J'en suis sûr, dit fermement Stéphane. C'est ce que Manon voudrait, et c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Elle ne vit pas. Elle existe simplement. Ce n'est pas juste pour elle. Ce qui n'est pas juste, pensais-je, c'est que tu as essayé de m'assassiner pour l'argent de l'assurance. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu es assis ici à faire semblant de te soucier de ma dignité alors qu'en réalité, tu veux juste finir ce que tu as commencé. Il y a une dernière chose, dit Stéphane. L'assurance vie. Combien de temps après son décès? Combien de temps avant que ce soit traité? C'était là. Le lapsus, la révélation de ce dont il s'agissait vraiment. L'expression du docteur Lambert ne changea pas. Je ne suis pas sûr, dit-il. Ce serait une question pour la compagnie d'assurance. Pourquoi demandez-vous? Je veux juste m'assurer que je peux couvrir les frais funéraires, dit rapidement Stéphane. Et il y aura des factures médicales. Je veux m'assurer que tout est réglé correctement. Bien sûr, dit le docteur Lambert. Bien que je doive mentionner, avant de procéder au retrait du maintien des fonctions vitales, il y a quelques formalités légales. L'hôpital exige une consultation avec notre comité d'éthique dans des cas comme celui-ci. Et parce que l'accident de Manon fait toujours l'objet d'une enquête de la police, enquête? Interrompit Stéphane. Quelle enquête? C'était juste un accident. Ses freins ont lâché sous la pluie. Procédure standard pour les accidents entraînant des blessures graves, dit doucement le docteur Lambert. Ils veulent écarter tout défaut de véhicule qui pourrait présenter un danger pour les autres conducteurs. Je crois qu'ils examinent le système de freinage de sa voiture. Je pouvais voir le visage de Stéphane pâlir. Ils examinent les freins? Oui, dit le docteur Lambert. Juste la routine. Rien d'inquiétant, sauf s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec eux et qui aurait causé la défaillance. C'était le moment de vérité. Stéphane allait-il paniquer? Allait-il dire quelque chose de compromettant? Non, dit Stéphane, mais sa voix était tendue. Rien qui n'allait pas avec eux. Ils étaient juste vieux, usés. Vraiment? Demanda le docteur Lambert. Pardonnez-moi, mais je pensais que la voiture de Manon n'était que de 2015. Ce n'est pas très vieux pour une défaillance des freins, n'est-ce pas? C'était une voiture d'occasion, dit rapidement Stéphane. Qui sait dans quel état elle était? Écoutez, qu'est-ce que cela a à voir avec le retrait du maintien des fonctions vitales? Rien vraiment, dit le docteur Lambert. J'essaie juste de comprendre l'accident. Ça a dû être terrifiant pour vous. Recevoir cet appel, découvrir que votre femme a eu un si terrible accident. C'était le cas, dit Stéphane. Le pire jour de ma vie. Je parie. Je parie que c'était terrible quand ton plan de meurtre n'a fonctionné qu'à moitié et m'a laissé en vie pour potentiellement t'identifier comme le coupable. L'inspecteur Moreau s'avança de sa position près de la porte. En fait, monsieur le roi, j'aimerais en savoir plus à ce sujet. Stéphane sursauta, se tournant pour voir l'inspecteur pour la première fois. Qui êtes-vous? Inspecteur Moreau, police de Lyon. Il montra son insigne. J'enquête sur l'accident de votre femme. Avez-vous quelques minutes pour répondre à quelques questions? J'ai déjà parlé à la police, dit Stéphane. Juste après l'accident. Je sais, dit l'inspecteur Moreau, mais de nouvelles informations sont apparues. Par exemple, saviez-vous qu'une défaillance des conduites de frein sur un véhicule de 2015 est extrêmement rare, surtout sur une voiture qui a été régulièrement entretenue? Et la voiture de Manon était entretenue régulièrement, n'est-ce pas? Vous l'emmeniez pour des vidanges tous les quelques mois. Oui, je crois, balbutia Stéphane. Vous croyez? Insista l'inspecteur Moreau. Vous ne vous souvenez pas? Parce que selon les registres d'entretien de son concessionnaire, la voiture venait d'être révisée 3 semaines avant l'accident. Tout était en ordre, y compris les freins. Stéphane se leva. Je ne sais pas ce que vous insinuez, mais je n'ai pas à répondre à ces questions. Si vous voulez me parler, vous pouvez contacter mon avocat.
C'est votre droit, dit l'inspecteur Moreau. Mais je pensais que vous voudriez nous aider à découvrir ce qui est arrivé à votre femme. Sauf si vous savez déjà ce qui s'est passé. Bien sûr que je ne sais pas, dit Stéphane, la voix s'élevant. Ses freins ont lâché. C'est ce qui s'est passé. C'était un accident. Vraiment? Dit l'inspecteur Durand, s'avançant à son tour. Parce que nous avons examiné l'épave hier, et notre équipe scientifique a trouvé quelque chose d'intéressant. Les conduites de frein n'étaient pas simplement usées. Elles ont été délibérément coupées, partiellement sectionnées pour qu'elles lâchent sous la pression. Quelqu'un a saboté la voiture de votre femme, monsieur Leroy. Quelqu'un a essayé de la tuer. Le visage de Stéphane passa de pâle à cendré. C'est impossible. Qui voudrait faire du mal à Manon? C'est une professeure. Tout le monde l'aime. C'est ce que nous essayons de découvrir, dit l'inspecteur Moreau. Qui avait accès à sa voiture? Qui connaissait son emploi du temps? Qui bénéficierait de sa mort? Je ne sais pas, dit Stéphane. Mais il transpirait maintenant. Je pouvais voir des perles de sueur sur son front. Vraiment? Dit l'inspecteur Durand. Parce que je peux penser à quelqu'un. Quelqu'un qui avait accès à sa voiture tous les soirs. Quelqu'un qui savait qu'elle conduirait sur la départementale cette nuit-là. Quelqu'un qui toucherait des millions d'euros d'assurance si elle mourait. Vous pensez que j'ai fait ça? Dit Stéphane, la voix incrédule. Vous pensez que j'ai essayé de tuer ma propre femme? C'est de la folie. J'aime Manon. J'ai été ici tous les jours en priant pour qu'elle se réveille. Vraiment? Dit l'inspecteur Moreau. Parce que nous avons des témoins qui disent que vous avez passé la plupart de votre temps ici avec votre assistante, Chloé Martin, et que vous semblez très proche. La mâchoire de Stéphane se serra. Chloé est une collègue, une amie. Elle m'a soutenu pendant cette période difficile. Est-ce tout ce qu'elle est? Demanda l'inspecteur Durand. Juste une collègue? Parce que nous avons des raisons de croire que vous et mademoiselle Martin avez une liaison depuis 8 mois. C'est un mensonge, dit Stéphane. Qui vous a dit ça? Votre femme, dit calmement l'inspecteur Moreau. Le silence se fit dans la pièce. Stéphane fixa l'inspecteur. Quoi? Votre femme nous l'a dit, répéta l'inspecteur Moreau. À propos de la liaison, de vos plans pour retirer le maintien des fonctions vitales, de l'argent de l'assurance, de l'appartement en centre-ville, de votre voyage à Bali. Elle nous a tout dit, Stéphane. C'est impossible, dit Stéphane, mais sa voix tremblait maintenant. Elle ne peut pas parler. Elle est en état de mort cérébrale. Vous l'avez dit vous-même. Il regarda le docteur Lambert, désespéré d'obtenir une confirmation. Mais le docteur Lambert le regarda fixement. J'ai dit qu'elle était dans un état végétatif persistant, dit le docteur Lambert. J'ai menti. Quoi? Dit Stéphane. Votre femme a le syndrome d'enfermement, expliqua le docteur Lambert. Elle a été pleinement consciente tout ce temps. Elle peut tout entendre, tout comprendre. Elle ne peut tout simplement pas bouger ou parler. Mais elle peut communiquer. Et elle nous a tout raconté ce que vous avez dit à Chloé Martin dans cette pièce au cours des 2 dernières semaines. Tout sur la liaison, l'argent de l'assurance, la planification de ses funérailles alors qu'elle était encore en vie, et surtout, comment vous avez coupé ses conduites de frein. Stéphane recula. Non, dit-il. Non, c'est elle ne peut pas. Je n'ai jamais quoi? Dit l'inspecteur Durand. Jamais coupé ses conduites de frein? Parce que nous vous avons sur enregistrement disant que vous l'avez fait exactement. Vous voulez l'entendre? L'inspecteur Moreau sortit son téléphone et lança l'audio. La voix de Stéphane était claire. Oui, je l'ai fait. 2 jours avant l'accident, je suis allé à sa voiture au milieu de la nuit et j'ai coupé les conduites de frein presque entièrement. Je les ai affaiblies suffisamment pour qu'elles lâchent sous la pression, mais pas au point qu'elles remarquent quelque chose d'anormal tout de suite. Le visage de Stéphane se décomposa en entendant sa propre confession. Où avez-vous eu ça? Murmura-t-il. De votre femme, dit l'inspecteur Moreau. Elle a eu de l'aide pour l'enregistrer. Il s'avère que lorsque vous prévoyez d'assassiner quelqu'un, vous devriez probablement vous assurer qu'il est réellement inconscient avant d'avouer. Stéphane me regarda alors,
me regarda vraiment. Et je l'ai laissé voir. Je l'ai laissé voir mes yeux suivre son mouvement. Je l'ai laissé voir que j'étais consciente. Que j'avais tout entendu. Que j'avais été consciente de chaque mot cruel, de chaque trahison, de chaque instant de sa performance en tant que mari dévoué. « Manon, dit-il, la voix brisée. Tu as été réveillée ?» J'ai cligné des yeux une fois, délibérément. « Oui. »« Oh mon Dieu, dit Stéphane. »« Oh mon Dieu, Manon, je peux expliquer. » Ce n'était pas je ne voulais pas, Stéphane Leroy, dit l'inspecteur Moreau en sortant des menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur Manon Dubois. Vous avez le droit de garder le silence. Stéphane ne semblait pas entendre l'avertissement. Il me fixait toujours, le visage un masque d'horreur. Manon, s'il te plaît, dit-il alors que l'inspecteur Durand lui tirait les bras derrière le dos. S'il te plaît, ça ne devait pas se passer comme ça. Je ne voulais pas que tu souffres. Ça devait être rapide. Tu ne devais rien sentir. S'il te plaît, tu dois comprendre. Monsieur Leroy, arrêtez de parler, dit sèchement l'inspecteur Moreau. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous au tribunal. Mais Stéphane ne pouvait pas s'arrêter. Je t'aimais, dit-il, des larmes coulant sur son visage maintenant. Je t'ai vraiment aimé, Manon. Mais les choses ont changé. J'ai changé. Chloé et moi on s'entendait si bien. Et je ne pouvais pas me permettre un divorce. L'entreprise était en difficulté. J'avais besoin de cet argent d'assurance. J'avais besoin de recommencer. S'il te plaît, essaie de comprendre. Ils l'ont traîné hors de la pièce, toujours en train de parler, toujours en train d'essayer de justifier ce qu'il avait fait. Et je suis resté là, dans le lit, le regardant partir, ressentant une satisfaction sauvage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il était pris. Il allait en prison. Et j'étais en vie pour le voir. Camille est revenue en courant dès qu'ils ont emmené Stéphane. Elle pleurait, riait, serrait Léa et le docteur Lambert dans ses bras. « Tu l'as fait » me dit-elle en venant me tenir la main. « Manon, tu l'as fait. » Il a avoué. Ils ont tout. Il part pour toujours. Un clignement. Oui. C'était fini. Le cauchemar était enfin terminé. Les jours suivants furent un tourbillon. Chloé Martin a été arrêtée comme complice. Le rapport de la police scientifique a confirmé que les conduites de frein avaient été délibérément coupées. Les enregistrements ont été admis comme preuve. L'avocat de Stéphane a essayé de les faire rejeter, a essayé de plaider le coup monté ou la coercition, mais ça n'a pas marché. Les preuves étaient accablantes. Mes parents sont revenus de Norvège. Ils étaient dévastés partout. L'accident, mon état, la trahison de Stéphane. Mais surtout, ils étaient simplement reconnaissants que je sois en vie. Reconnaissants que je sois consciente et éveillée, reconnaissant que j'ai survécu à la tentative de meurtre de Stéphane. Nous allons te donner les meilleurs soins, a dit mon père, me tenant la main avec des larmes dans les yeux. Les meilleurs thérapeutes, les meilleurs médecins. Nous allons t'aider à récupérer autant que possible. Et ils l'ont fait. Au cours des semaines suivantes, j'ai été transféré dans un centre de rééducation spécialisé, j'ai commencé une thérapie physique intensive avec des spécialistes du syndrome d'enfermement. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à retrouver de minuscules mouvements, un spasme dans mes doigts, un léger mouvement dans mes orteils. Le médecin a dit que c'était miraculeux. Que la plupart des patients atteints du syndrome d'enfermement ne récupèrent jamais aucune fonction motrice. Mais j'étais déterminé, alimenté par la rage et le besoin de vengeance. Je voulais me tenir debout au procès de Stéphane. Je voulais le regarder dans les yeux et lui dire exactement ce qu'il m'avait fait subir. Je voulais qu'il voie qu'il ne m'avait pas brisé. Que j'avais survécu malgré tous ses efforts. 6 mois après l'accident, je pouvais bouger ma main droite suffisamment pour utiliser un ordinateur spécial qui suivait les mouvements de mes doigts. Je pouvais taper des phrases complètes au lieu d'épeler les choses lettre par lettre. Ma voix commençait à revenir aussi, bien qu'elle soit faible et pâteuse. Mais c'était ma voix, mes mots, et j'allais les utiliser pour enterrer Stéphane. Le procès a eu lieu 8 mois après l'accident. Stéphane a plaidé non coupable, ce qui était une blague compte tenu de toutes les preuves contre lui, mais son avocat a quand même essayé.
Il a essayé de faire valoir que les enregistrements étaient sortis de leur contexte, que Stéphane était sous un stress extrême et ne faisait que se défouler auprès de sa petite amie, qu'il n'avait jamais réellement coupé les conduites de frein. Mais la police scientifique était claire. Les conduites de frein avaient été délibérément sectionnées. Et il y avait des images de vidéosurveillance de la casse automobile montrant Stéphane en visite 3 semaines avant l'accident, la même casse où il avait admis s'être entraîné sur une vieille voiture. J'ai témoigné par liaison vidéo depuis le centre de rééducation. Avec l'aide de Camille et de mon ordinateur vocal, j'ai tout raconté au jury. Chaque moment de conscience alors que j'étais paralysé, chaque mot cruel que j'avais entendu, chaque trahison, chaque moment de terreur où je pensais que Stéphane réussirait à me tuer en retirant le maintien des fonctions vitales. Le tribunal était silencieux quand j'ai fini. Plusieurs jurés pleuraient. Stéphane fixait la table, incapable de me regarder. Chloé, assise dans la galerie après avoir plaidé coupable à des accusations moindres en échange d'un témoignage, sanglotait dans ses mains. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Tentative d'homicide volontaire, fraude à l'assurance et association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. Le juge l'a condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Chloé a écopé de 10 ans pour complicité. J'étais dans la salle d'audience pour le prononcer de la peine, dans mon fauteuil roulant, avec ma famille autour de moi. Quand le juge a lu la sentence, j'ai senti un poids se soulever de ma poitrine que je portais depuis des mois. Justice. Enfin, la justice. Stéphane m'a regardé alors qu'on l'emmenait menotter. Il a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose. Mais que pouvait-il dire? Quel mot pourrait bien compenser ce qu'il avait fait? Je l'ai regardé dans les yeux et, avec un effort énorme, j'ai levé ma main droite et je lui ai fait un doigt d'honneur. Les gardes l'ont emmené. Je ne l'ai jamais revu. C'était il y a 2 ans. Maintenant, je suis assise dans le salon de mes parents, tapant cette histoire sur mon ordinateur. J'ai récupéré plus que ce que les médecins n'avaient jamais espéré. Je peux marcher avec une canne. Je peux parler, bien que mon élocution soit encore un peu pâteuse. Je peux utiliser mes mains assez bien pour taper, me nourrir et faire la plupart des activités quotidiennes. Je ne serai plus jamais à 100%, mais je suis en vie. Je suis libre. Et Stéphane pourrit dans une cellule de prison où il doit être. Je suis retourné à l'enseignement l'automne dernier, à temps partiel d'abord, mais maintenant je suis de retour à temps plein. Mes élèves ont été incroyables à mon retour. Ils m'ont organisé une fête de bienvenue, ont fait des cartes et m'ont dit à quel point j'étais inspirante. Je ne me sentais pas inspirante. Je me sentais juste reconnaissante d'être en vie. Je suis allé en thérapie, travaillant sur le traumatisme de tout ce qui s'est passé. La trahison, la tentative de meurtre, les 2 semaines d'horreur, allongé paralysé pendant que mon mari planifiait ma mort. Ce n'est pas facile. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais je guéris, lentement mais sûrement. Le divorce a été finalisé il y a 1 an. J'ai tout eu. La maison, les actifs, tout ce que Stéphane avait essayé de me voler. J'ai vendu la maison. Trop de mauvais souvenirs. J'ai acheté un endroit plus petit, plus près de mon lycée. J'ai recommencé à zéro. Et Léa, l'infirmière qui m'a sauvé la vie. Nous sommes les meilleurs amis du monde maintenant. Elle vient me voir chaque semaine, apporte du vin, et nous regardons de la télé-réalité horrible et rions de rien. C'est grâce à elle que je suis en vie. Si elle n'avait pas remarqué mes larmes ce jour-là, si elle ne m'avait pas cru, si elle n'avait pas enregistré l'aveu de Stéphane, je serais morte. Stéphane aurait retiré le maintien des fonctions vitales, et personne n'aurait jamais su que c'était un meurtre. J'y pense parfois. À quel point Stéphane a failli s'en tirer. Si l'accident m'avait tué sur le coup, il vivrait dans un pantouse avec Chloé, dépensant l'argent de mon assurance, et tout le monde l'aurait cru être le mari dévoué qui avait perdu sa femme trop tôt. Cette pensée me rend malade, mais elle me rend aussi reconnaissante. Reconnaissante d'avoir survécu. Reconnaissante que la vérité ait éclaté. Reconnaissante que justice ait été rendue. Les gens me demandent si je suis en colère, si je déteste Stéphane. Et honnêtement, je ne sais pas. La haine est épuisante. La rage est épuisante. J'ai passé tant de mois consumés par elle, allongé dans ce lit d'hôpital avec seulement ma fureur pour me tenir compagnie. Mais maintenant,
Maintenant je suis juste fatigué. Fatigué de penser à lui. Fatigué de lui donner de la place dans mon esprit. Ce que Stéphane a fait était mal, impardonnable. Il a essayé de m'assassiner pour de l'argent. Il a trahi 8 ans de mariage sans une seconde pensée. Il s'est tenu au-dessus de mon lit d'hôpital et a planifié mes funérailles alors que je gisais là, consciente et éveillée. On ne revient pas de ça. Pas d'arc de rédemption, pas de pardon. Mais il ne définira pas le reste de ma vie. Il ne sera pas l'histoire que je raconte. Je suis plus que ce qu'il m'a fait. Je suis une professeure, une sœur, une fille, une amie, une survivante. Je suis Manon Dubois, et je suis en vie malgré tous ces efforts. À quiconque écoute cette histoire, je veux que vous entendiez ceci. Faites confiance à votre instinct concernant les gens. Si quelque chose ne vous semble pas juste, c'est probablement le cas. N'ignorez pas les signaux d'alarme parce que vous voulez croire au meilleur chez quelqu'un. Ne restez pas dans une relation qui ne vous semble pas juste simplement parce que vous y avez investi des années. Votre vie est précieuse. Vous êtes précieux. Et si quelqu'un vous fait sentir le contraire, partez. Cherchez de l'aide. Dites-le à quelqu'un. Et à quiconque traverse quelque chose de similaire, qui est piégé dans une relation avec quelqu'un qui veut vous faire du mal, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui vous croiront, qui vous aideront, qui se battront pour vous. Vous méritez d'être en sécurité. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez de vivre. J'ai survécu parce qu'une infirmière a pris le temps de me voir, de vraiment me voir, de croire que j'étais toujours là-dedans, toujours consciente, toujours en train de me battre. Léa m'a sauvé la vie simplement en faisant attention. En faisant confiance à son instinct, en refusant de m'abandonner. Nous avons tous le pouvoir d'être cette personne pour quelqu'un d'autre. De les voir, de les croire, de les aider. Utilisez ce pouvoir. Il pourrait sauver une vie. Quant à moi, je construis une nouvelle vie, une qui n'inclut pas Stéphane ou Chloé ou le cauchemar qu'ils m'ont fait subir. Je sors à nouveau avec quelqu'un, un collègue enseignant qui est gentil, patient et en rien comme Stéphane. Je voyage. Je suis allé à Bali l'été dernier, l'endroit que Stéphane et Chloé avaient prévu de visiter avec l'argent de mon assurance. J'y ai dispersé les cendres de mon ancienne vie. J'ai laissé l'océan les emporter. Je ne suis pas la même personne qu'avant l'accident. Comment le pourrais-je? J'ai traversé l'enfer et en suis revenu. J'ai vécu des choses que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. J'ai regardé la mort en face et j'ai survécu. Cela vous change, vous endurcit à certains égards, mais vous fait aussi apprécier davantage les petites choses. Un lever de soleil, une bonne tasse de café. Un élève qui comprend enfin un concept difficile. Une amie qui vous fait rire aux larmes. La vie est précieuse. La vie est courte. Et je ne vais pas perdre une seconde de plus de la mienne dans la haine ou la peur ou l'ombre de ce que Stéphane a essayé de me faire. Je suis libre. Je suis en vie. Et chaque jour où je me réveille est une victoire. Stéphane me voulait morte, mais je suis toujours là. Toujours en train de respirer. Toujours en train de me battre. Toujours en train de gagner. Et je vais vivre la meilleure vie possible juste pour lui faire dépit. C'est ma vengeance. Pas la haine, pas lui souhaiter du mal en prison, juste vivre, m'épanouir, être heureuse malgré ce qu'il m'a fait. On dit que bien vivre est la meilleure vengeance. J'ai l'intention de tester cette théorie à fond. Et à Stéphane, si jamais tu entends cette histoire de quelques cellules où tu pourris, j'espère que chaque jour te rappelle que tu as échoué. J'espère que tu restes éveillé la nuit en sachant que je suis là, vivant ma meilleure vie pendant que tu es piégé derrière les barreaux. J'espère que les autres détenus savent exactement ce que tu as fait, que tu as essayé d'assassiner ta femme pour l'argent de l'assurance comme le lâche que tu es. J'espère que tu auras des décennies pour réfléchir à quel point ton plan a spectaculairement échoué. Comment ta cupidité et ton égoïsme t'ont tout coûté, ta liberté, ta réputation, ton avenir. Tu te croyais si intelligent, si malin, en coupant mes conduites de frein et en faisant passer ça pour un accident. Mais tu m'as sous-estimé. Tu as sous-estimé ma volonté de survivre. Tu as sous-estimé que quelqu'un se soucierait assez pour remarquer que j'étais toujours consciente. Et surtout, tu as sous-estimé à quel point tu étais stupide d'avouer ton crime en te tenant au-dessus de mon corps supposément inconscient. Je veux que tu saches que chaque moment heureux que j'aurai à partir de maintenant est un témoignage de ton échec. Chaque rire,
chaque lever de soleil que je vois, chaque élève que j'enseigne, chaque fois que je tiens la main de quelqu'un qui m'aime vraiment, chaque souffle que je prends est la preuve que tu n'as pas gagné. Tu ne m'as pas brisée. Tu ne m'as pas détruite. Tu m'as juste rendue plus forte. Chloé est en prison aussi, au cas où tu te poserais la question. Aux dernières nouvelles, elle a réalisé l'énorme erreur qu'elle a commise. Gâcher sa vie pour un homme marié qui s'est avéré être un meurtrier. Elle m'a écrit une lettre une fois pour essayer de s'excuser. Je l'ai brûlée sans lire au-delà de la première ligne. Je me fiche de ses excuses. Je me fiche de ses regrets. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Ton entreprise s'est effondrée, au fait. Une fois que la nouvelle de ce que tu as fait s'est répandue, tous les clients t'ont laissé tomber. Tes partenaires t'ont racheté pour une bouchée de pain. Ta réputation est détruite. Ton nom est synonyme de tentative de meurtre et de trahison. Tout ce pour quoi tu as travaillé, tout ce que tu as construit, disparu. Tout ça parce que tu étais trop cupide et trop lâche pour simplement demander le divorce comme une personne normale. Est-ce que ça en valait la peine, Stéphane? Chloé en valait-elle la peine? La promesse de 2 millions d'euros valait-elle de passer le reste de ta vie en prison? De tout perdre? De devenir le méchant d'une histoire qui sera racontée pendant des années comme une mise en garde? J'espère que non. J'espère que tu réalises chaque jour quelle erreur catastrophique tu as commise. J'espère que ça te ronge. J'espère que tu fais des cauchemars de ce moment dans la chambre d'hôpital où tu as réalisé que j'avais été consciente tout le temps. Quand tu as compris que chaque mot que tu avais dit, chaque plan que tu avais fait, chaque rejet cruel de notre mariage, je l'avais tout entendu. Ce moment où nos regards se sont croisés et où tu m'as enfin vu. Vraiment vu. Consciente, éveillée, te jugeant. Je rejoue ce moment parfois quand je me sens déprimé. La terreur absolue sur ton visage. L'horreur naissante alors que tu comprenais ce que tu avais fait, ce que tu avais avoué, que ton meurtre parfait s'était complètement effondré. Ça me procure de la joie, Stéphane. Ta chute me procure une joie authentique. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Peut-être. Mais je pense que j'ai gagné le droit de prendre plaisir à ta souffrance après ce que tu m'as fait subir. J'ai aussi témoigné au procès de Chloé. Tu sais, je me suis assuré que le juge comprenne exactement ce qu'elle avait fait, comment elle avait participé à la planification de ma mort, comment elle avait essayé mes bijoux alors que je gisais paralysé, comment elle avait ri en parlant de dépenser l'argent de mon assurance. Le juge l'a qualifiée de moralement corrompue et de complice de l'un des crimes les plus insensibles qu'il ait jamais vus. Elle a sangloté pendant tout le prononcé de la peine, a imploré la pitié, a dit qu'elle était jeune et stupide et amoureuse et ne savait pas ce qu'elle faisait. Le juge s'en fichait. Moi non plus. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle paie pour eux. 10 ans, ce n'est pas assez à mon avis, mais au moins elle est derrière les barreaux. Au moins, elle passe sa vingtaine dans une cellule au lieu de ce pantouse qu'elle désirait tant. Au moins, elle apprend que les actions ont des conséquences. Que tu ne peux pas simplement participer à la tentative de meurtre de quelqu'un et t'attendre à t'en tirer indemne. Vos familles ont été détruites aussi. Ta mère a cessé de te parler, n'est-ce pas? A refusé de venir au procès, a dit aux journalistes qu'elle ne reconnaissait pas l'homme que tu étais devenu. Les parents de Chloé ont hypothéqué leur maison pour payer sa défense. Ils sont ruinés maintenant. Les deux familles déchirées par tes choix égoïstes et maléfiques. Mais tu sais quelle famille prospère? La mienne. Mes parents, qui m'ont soutenu à chaque instant de ma guérison. Ma sœur Camille, qui n'a jamais quitté mon côté. Mes amis qui se sont ralliés autour de moi et m'ont soutenu pendant la période la plus sombre de ma vie. Léa et sa famille qui m'ont accueilli dans leur vie à bras ouverts. Même le frère de Léa, l'homme avec qui je sors maintenant, qui m'a montré à quoi ressemble le véritable amour. À quoi ressemble un partenaire qui valorise réellement ta vie. Nous avons organisé un dîner le mois dernier. Tous ceux que j'aime réunis autour de ma nouvelle table dans ma nouvelle maison. Nous avons mangé, ri, raconté des histoires et célébré la vie, célébré la survie, célébré la justice. Et pas une seule fois quelqu'un n'a prononcé ton nom. Tu es devenu insignifiant dans mon histoire, Stéphane. Une note de bas de page, le méchant qui a perdu. Rien de plus. C'est ce qui me tue le plus. Je pense que si tu avais juste été honnête avec moi.
Si tu étais juste venu me voir il y a 2 ans et que tu avais dit, Manon, je ne suis plus heureux. Je veux divorcer. J'aurais été dévasté, le cœur brisé, en colère probablement. Mais nous aurions pu gérer ça comme des adultes, partager nos biens, continuer nos vies. Tu serais libre en ce moment. Tu pourrais être avec Chloé si tu le voulais toujours. Tu aurais ton entreprise, ta réputation, ta vie. Mais tu étais trop cupide, trop lâche, trop égoïste. Tu voulais tout. L'argent de l'assurance, la maison, ton entreprise, Chloé. Et tu étais prêt à me tuer pour l'obtenir. Et maintenant, tu n'as rien, absolument rien, sauf une cellule de prison et des décennies pour réfléchir à tes erreurs. Il y a une certaine justice poétique là-dedans, tu ne trouves pas? J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu as choisi le meurtre plutôt que le divorce, et j'en suis arrivé à la conclusion que tu es juste brisé à l'intérieur. Quelque chose de fondamentalement mauvais avec ta boussole morale, avec ton empathie, avec ta décence humaine de base. Les gens normaux ne regardent pas leur conjoint de 8 ans en pensant « je devrais la tuer pour l'argent de l'assurance ». Les gens normaux ne sabotent pas la voiture de quelqu'un et ne l'envoient pas à une mort probable. Les gens normaux ne se tiennent pas au-dessus du lit d'hôpital de leur femme mourante et ne planifient pas des funérailles en embrassant leur maîtresse. Tu n'es pas normal, Stéphane. Tu es un sociopathe, un narcissique, un meurtrier dans l'âme, même si ton plan n'a pas réussi. Et je suis heureuse de l'avoir découvert avant que tu aies une autre chance. Parce que tu aurais réessayé, n'est-ce pas? Si j'avais survécu à l'accident, mais que j'étais resté dans cet état végétatif, tu aurais débranché les machines, m'aurais tué légalement, et personne n'aurait remis en question parce que tu jouais si bien le mari dévoué. Mais tu as sous-estimé le syndrome d'enfermement. Tu as sous-estimé ma conscience. Tu as sous-estimé la compassion et l'attention aux détails de Léa. Tu as sous-estimé à quel point tes propres mots te condamneraient. Et maintenant, tu en paies le prix. Bien. J'espère que tu vivras une longue, longue vie, Stéphane. J'espère que tu survivras jusqu'à un âge avancé dans cette prison. Non pas parce que je te veux du bien, mais parce que je veux que tu aies le plus d'années possible pour regretter ce que tu as fait, pour penser à ce que tu as perdu, pour imaginer la vie que tu aurais pu avoir si tu avais juste fait des choix différents. Chaque année, à l'anniversaire de l'accident, je célèbre. Pas l'accident lui-même, mais ma survie, ma victoire sur toi. Je m'offre quelque chose de beau, je fais quelque chose que j'ai toujours voulu faire. L'année dernière, j'ai fait du parachutisme, j'ai affronté ma peur du vide et je suis tombé à travers le ciel avec le plus grand sourire sur mon visage. Cette année, je prévois un voyage en Nouvelle-Zélande, vivant ma vie au maximum. Et chaque année, tu te réveilleras dans une cellule, mangeras de la nourriture de prison, suivras les règles de la prison, vivras une vie de prison pour les 25 prochaines années au minimum, probablement plus longtemps. Parce que même après que tu sois éligible à la libération conditionnelle, je serai là à chaque audience, témoignant, rappelant au comité exactement ce que tu as fait, m'assurant qu'ils comprennent que tu es toujours un danger. Toujours un meurtrier manipulateur et égoïste qui ne mérite pas la liberté. Je serai ton pire cauchemar, Stéphane. Le fantôme que tu ne peux pas fuir. La victime qui a survécu pour s'assurer que tu ne blesseras plus jamais personne. Tu voulais m'effacer de ta vie, me faire disparaître pour pouvoir recommencer à zéro. Mais au lieu de cela, je suis la seule chose qu'il te reste. La seule chose qui compte dans ton histoire. Tu es l'homme qui a essayé d'assassiner sa femme et qui a échoué. C'est ton héritage. C'est ce dont on se souviendra de toi. Pas de ton succès commercial, pas de tes ambitions, juste de ton échec spectaculaire en tant qu'être humain. Et moi, je suis la femme qui a survécu, qui s'est battue, qui a obtenu justice. C'est mon héritage, et ça me va. Alors, merci, Stéphane. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble le vrai mal. Merci de m'avoir appris à quel point je suis réellement forte. Merci de m'avoir fait apprécier chaque jour de ma vie d'une manière que je ne faisais jamais auparavant. Merci de m'avoir présenté à Léa, qui est devenue l'une de mes plus proches amies. Merci de m'avoir forcé à reconstruire ma vie en quelque chose d'encore meilleur que ce que j'avais avant. Merci d'avoir échoué. J'ai fini de parler de toi maintenant. Fini de te donner de la place dans ma tête. C'est la dernière fois que je raconterai cette histoire en détail. La dernière fois que je repasserai par chaque moment douloureux de ces 2 semaines en enfer. J'avais besoin de la raconter une fois, entièrement,
complètement, pour que le monde sache ce que tu as fait. Pour que ton nom soit attaché en permanence à ce crime, pour que personne n'oublie jamais. Mais après ça, tu n'es plus rien pour moi. Moins que rien. Juste un mauvais souvenir qui s'estompe un peu plus chaque jour. Je vais de l'avant. Je vis. Je m'épanouis. Je suis heureuse. Et toi, non. C'est toute la vengeance dont j'ai besoin. Si vous regardez ceci et que vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Merci d'avoir écouté mon histoire. D'avoir été témoin de ce qui m'est arrivé, de m'avoir soutenu dans ce voyage en étant simplement là et en entendant ma vérité. J'espère que vous n'aurez jamais à vivre ce que j'ai vécu. J'espère que vous ne ressentirez jamais la trahison de quelqu'un que vous aimez qui essaie de vous tuer. J'espère que vous ne passerez jamais 2 semaines paralysé et impuissant pendant que votre conjoint planifie vos funérailles. Mais si c'est le cas, si quelque chose comme ça vous arrive, sachez ceci. Vous pouvez survivre. Vous êtes assez fort. Il y a des gens qui vous aideront, des gens qui vous croiront, des gens qui se battront pour vous. N'abandonnez pas. Continuez à vous battre. Continuez à survivre. Parce que bien vivre est vraiment la meilleure vengeance. Et sur ce, je vous quitte. J'ai un rendez-vous avec mon petit ami ce soir. Nous allons dans ce nouveau bistrot italien en centre-ville. Demain, j'enseignerai ma leçon préférée de l'année à mes élèves. Ce week-end, je fais de la randonnée avec Camille et ses enfants. Le mois prochain, j'assisterai au mariage de Léa en tant que sa demoiselle d'honneur. J'ai une vie belle, pleine et significative. Et Stéphane a une cellule. Je pense que nous avons tous les deux eu exactement ce que nous méritions. Au revoir à tous. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, faites confiance à votre instinct, protégez-vous, et ne sous-estimez jamais, jamais le pouvoir d'une femme qui refuse de mourir. Ici Manon Dubois, et je suis en vie. Toujours en train de respirer, toujours en train de me battre, toujours en train de gagner.